Le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Les risques psychosociaux au travail, le sujet était au centre d'un master café dont l'objectif est de prévenir les troubles psychosociaux dont peuvent souffrir les travailleurs, occasion pour les organisateurs et les participants de débattre des causes et solutions à ces phénomènes qui prend de l'ampleur dans notre pays. En France, l'Assemblée nationale a observé hier une minute de silence à la mémoire d'Aboubacar Cissé, un jeune Malien assassiné vendredi dernier dans une mosquée. Son assassin, qui s'est rendu à la police italienne, a accepté d'être remis à la France. En sport, la fin de la 19e journée du championnat de Ligue 1, la deuxième finale, demi-finale de la Ligue européenne des champions opposant ce soir les FC Barcelone à l'Inter Milan constitue le menu de la page sport de cette édition, essentiellement consacrée au football. À suivre dans la chronique de l'environnement, les partenariats que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali a noué pour la mise en œuvre de ses activités, notamment la plantation d'arbres pour lutter contre la désertification. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Almata Ouattara et mise en ligne par Badi Touré. La liste des œuvres sociales du président de la transition se rallonge avec l'inauguration de 2 nouveaux forages pour le monde universitaire. Le 420e est au bénéfice du corps professionnel et les étudiants de l'Institut universitaire pour le développement territorial. Le 421e a été réalisé à la faculté des sciences économiques et de gestion sur la colonie du savoir à Badalabougou. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Abibatou Dit Kouyan Djakité. En attendant, sachez que l'Institut national de formation des travailleurs sociaux a servi de cadre au Master Class Café Psychologie, une initiative du cabinet Psycho Solutions Internationales visant à discuter et trouver des solutions aux potentielles difficultés auxquelles font face les travailleurs. Les discussions ont porté sur les risques psychosociaux au travail, les comptes rendus de Awa Adaman Koulibaly. Quelqu'un qui était très lucide avant, il commence à délirer, mais pourquoi? La raison était pourtant sous leurs yeux. Tchorno Hadi Kanté, directeur des ressources humaines de la Sonatam. Le fait que nous mettons sous pression le personnel pour réaliser les objectifs commerciaux, c'est-à-dire que nous les assignons, font que certains, notamment le cas de celui dont je parle, a eu énormément du mal à s'adapter à cet environnement de travail. Cet exemple est loin d'être un cas isolé. Au contraire, il est assez fréquent dans les services. Plusieurs situations favorisent les troubles psychosociaux. Dr Aboukar Mahaman Kounta, formateur. L'organisation du travail, un travail mal organisé où les rôles ne sont pas bien définis, où on ne sait pas qui doit faire quoi. Vous avez les relations sociales au travail, un travail où vous avez assez de conflits, de mésententes. S'ajoute à celle-ci le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Pour prévenir et gérer les risques psychosociaux, plusieurs possibilités s'offrent aux employeurs. D'abord, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils connaissent le phénomène. Les plaintes des collaborateurs, il faut tous les prendre au sérieux, il ne faut pas les minimiser. Il faut célébrer leur succès, il faut les reconnaître. Qu'il y ait des cellules d'écoute psychologique dans les services. Parce que certains services sont devenus des champs de bataille aujourd'hui, malheureusement. Ce sont des aspects qui paraissent anodins, mais qui ont tout leur pesant d'or. Ce 4e Café Psy se tient en prélude aux 2 journées mondiales célébrées au nom des travailleurs. Gida Seo Weigalo, directeur associé du cabinet Psychosolutions Internationales Mali. C'est le 4e numéro et aujourd'hui nous l'organisons dans le cadre des journées internationales de la prévention des risques psychosociaux au travail et en même temps de la journée internationale du travail. Le travail est une dynamique globale et lorsqu'un élément est absent, c'est tout le système qui risque de connaître un affaissement ou une souffrance généralisée. Je le disais, la liste des œuvres sociales du président de la transition se rallonge avec l'inauguration de 2 nouveaux forages pour le monde universitaire.
Le 420e est au bénéfice du corps professoral et des étudiants de l'Institut universitaire pour le développement territorial. Le 421e a été réalisé à la faculté des sciences économiques et de gestion sur la colline du savoir à Badalabougou. L'inauguration des deux forages a été suivie par Abibatou Dit Koyan Djakiti. Professeur Mamadou Koumari, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. L'Institut de développement territorial est confronté à un manque d'eau. Et l'attente fut brève de voir réaliser 2 forages sur la colline du savoir à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, où étudient des milliers d'étudiants. Ainsi, l'Institut universitaire de développement territorial IUDT et la Faculté des sciences économiques et de gestion sont les bénéficiaires des 420e et 421e adductions d'eau issues du programme des œuvres sociales du président de la transition, professeur Adaman Diabaté, directeur de l'IUDT. Il y a un adage qui dit que l'eau c'est la vie et qui donne de l'eau à quelqu'un assainit sa vie. Professeur Boubacar Sanogo, doyen de la FSEG. J'ai pu vous assurer de la bonne utilisation, de l'utilisation optimale de cette infrastructure au bénéfice de l'ensemble de la communauté universitaire. Cela va de soi, vu que ce liquide précieux qu'est l'eau est indispensable à toute forme de vie. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la transition, qui diversifie ses actions de solidarité en faveur des populations, met l'accent sur l'accès de tous à l'eau potable. Agui Boudamele, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. On a donné 75 ambulances médicalisées. On a construit 3 centres de dialyse dernière génération. On a équipé plusieurs écoles. On a construit des écoles. On a équipé plusieurs centres de santé. On a construit plusieurs centres de santé. On a donné des milliers de tonnes de vivres. Tout ça, c'est pour traduire la solidarité et le patriotisme du président de la transition. Et pour qui veut bénéficier de cette générosité du général d'armée Assimi Goïta, sachez que vous n'avez qu'à adresser une demande à la présidence de la République et la réponse suivra. À l'intérieur du pays, le gouvernement de Koulikoro a abrité hier la 3e réunion d'échange avec les sociétés minières implantées dans le cercle de Kangaba autour des activités génératrices de revenus au profit de la population en général et en particulier en faveur des femmes. La rencontre avait pour but d'inciter les sociétés minières à respecter les recommandations issues des précédentes assises. Les représentants des sociétés minières se sont engagés à réaliser des activités génératrices de revenus au profit des populations. C'est ce que nous dit Adaman Traoré depuis Koulikoro. Les responsables des sociétés minières, les représentants de la jeunesse, de la CAFO locale de Kankaba ainsi que les autorités administratives de la dite localité se sont réunis au gouvernorat de Koulikoro à la faveur d'une réunion d'échange. Cette rencontre est la 3e du genre. Elle porte sur les recommandations issues des réunions précédentes. Il s'agit d'échanger sur les réalisations des activités génératrices de revenus au profit des femmes du cercle afin qu'elles puissent quitter les galeries minières. Mahamar Aïdara, directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro. Maintenant, cette fois-ci, on se focalise uniquement sur les AGR, les activités génératrices de revenus, et pour les femmes et la jeunesse. Voilà, parce qu'il y a certaines sociétés qui ont construit des centres de santé, des maternités. Certaines sociétés ont réalisé des pistes rurales. Mais on a dit que tout ça là c'est bon, c'est très bien, c'est dans le cadre des plans de développement communautaire. Mais nous allons nous focaliser sur des activités qui vont occuper uniquement les femmes pour l'instant dans l'urgence. Vraiment qu'on puisse avoir les moyens vraiment d'éloigner les femmes vraiment de ces placeurs-là. Les dirigeants des sociétés minières présents à cette rencontre ont réaffirmé leur volonté d'accompagner cette initiative. Daouda Soumaré, représentant de Perfect Mining. On est prêt à les aider en les créant des activités génératrices de revenus. Sadio Sissoko, représentant de Bakama Mining. Les sociétés ont donné leur avis sur le sujet. C'est un très bon sujet parce que ça attire les femmes pour ne pas être dans les placers. Si on les attire à quitter les placers, ça serait une très bonne chose. Les intéressés, il s'agit des femmes, ne sont pas restés en marge de la rencontre. Elles ont jugé nécessaire cette démarche. Mariam Koulibaly, présidente de la CAFO locale de Kangaba. Le quotidien, c'est quoi? Les femmes sont en train de souffrir. Malgré cette souffrance aussi, entendre que ces femmes ne vont plus fréquenter encore les placers,
sans vraiment chercher une porte de sortie, ça allait nous créer d'autres ennuis. L'activité généraliste des revenus nous voit droit au cœur. Après la rencontre, tous les participants, particulièrement les responsables des sociétés minières, se sont inscrits dans la logique de réaliser des activités génératrices de revenus pour le bien-être des femmes et de la communauté locale. Koulikoro, Adam Traoré, Amadou Tchokari pour l'ORTM. Fin du symposium des femmes de la région de Ségou, c'est symposium de 3 jours qui a mobilisé plus de 100 filles et femmes de plusieurs cercles de la 4e région, était axé sur le leadership féminin et l'autonomisation des femmes. L'initiative est des plans international Mali et de l'association Convergence pour Ségou Prospère, de Ségou, la correspondance d'Amidou Diallo. Symposium autour de l'autonomisation, l'engagement des femmes dans la gouvernance locale et le leadership féminin. Cette rencontre des plans international Mali et de l'association Convergence pour Ségou Prospère vise à impliquer les filles et les femmes dans les actions du développement communautaire. Pour ce faire, 3 jours de réflexion et de partage d'expériences sont initiés. Fousseni Diakté, chef du projet Chilide des plans international Mali. Il est important de créer un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs, les actrices au niveau régional pour discuter des questions relatives à la participation, au leadership féminin, à l'autonomisation. Ousmane Diarra, président de l'association Convergence pour Ségou Prospère. Nous avons estimé qu'il faut un cadre régional solidaire pour les femmes dans lequel elles peuvent s'épanouir. Plus d'une centaine de filles et de femmes venues des cercles de Ségou, Baraouli, Nyono et Bla, édifiés sur plusieurs sujets relatifs au leadership féminin. Yana Fatoumata Soudjo, participante. Le symposium a été très bénéfique pour nous, vu que durant ces 3 jours, nous avons eu à aborder plusieurs thématiques, notamment sur le leadership féminin. Nous avons vu aussi l'importance de l'autonomisation des filles. Mbarka Ndaou, participante. Ce sont des thèmes qui intéressent vraiment la gente féminine. On a vraiment appris de ces 3 jours. Ce symposium régional des femmes, première édition, s'inscrit dans le cadre du projet Chilide des plans international Mali. Ces journées d'échange ont pris fin par la remise d'attestations aux participantes. Ségou, Amir Diallo et Cheikh Tangara pour l'ORTM. Tenu à Tombouctou d'une session extraordinaire du comité régional d'orientation et de suivi des actions de développement Croxad autour de l'appropriation du projet éléphant du Mali. Les participants échangent sur l'intégration de ce projet dans les plans de développement régional pour la survie des éléphants du Gourma. Plus de précisions avec Idrissa Goulou Sissoko qui nous appelle de Tombouctou. Par cette session extraordinaire du comité régional d'orientation et de suivi des actions de développement CROSSAD, il s'agissait d'une appropriation du projet éléphant du Mali par les acteurs régionaux et de la prise en compte de la dimension gestion concertée des ressources naturelles et de la problématique des éléphants et de leur habitat dans les plans de développement. Moussa Khaledi, vice-président de la délégation spéciale du conseil régional de Tombouctou. C'est pour pouvoir apprécier et apporter au moins tout ce que nous avons comme recommandations pour le futur programme sur les éléphants du Gourma, pouvoir sauver cette espèce qui est en voie de disparition dans le Gourma. Ce projet conduit par Ville Formation s'inscrit dans le cadre des actions prioritaires de soutien des communautés de l'ère de répartition des éléphants dans le développement du système de gestion des ressources naturelles centré sur les éléphants et permettant la régénération des habitats naturels dont les populations et les éléphants dépendent pour leur survie. Madou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. La maîtrise du projet, d'être familiarisé avec les activités qui ont été réalisées par les différentes communautés des cercles de Gossi et de Bambara Maoudé, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons prendre en compte les questions de protection des éléphants dans le document de planification tout en prenant en compte les préoccupations des femmes et des jeunes. À l'issue des travaux, des recommandations fortes seront formulées pour la survie des éléphants dans le Gourma. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Ablaye Sissé pour l'ORTM. À l'étranger, dernier développement du dossier de l'assassinat du Malien Boubacar Sissé dans la mosquée de la Grand Combe, car en France, l'Assemblée nationale française a observé hier une minute de silence en sa mémoire, réaffirmant son attachement à la laïcité. C'était lors de l'interpellation du ministre de l'Intérieur, mais le Sénat annonce qu'il ne le fera pas aujourd'hui. Le suspect Olivier A, arrêté en Italie, a accepté d'être remis à la France.
À titre de rappel, il a été tué vendredi dernier. Boubacar Cissé d'une dizaine de coups de couteau dans une mosquée. Le gouvernement algérien a proposé un projet de loi visant à rationaliser la mobilisation militaire dans un contexte de tension avec ses voisins ainsi qu'avec la France, ancienne puissance coloniale. Le texte, qui devait être dévoilé ce mercredi par le ministre de la Justice, a été approuvé en Conseil des ministres au début du mois. Les débats sur la loi de mobilisation générale intervient alors que le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Changria, effectue une série de déplacements dans les régions militaires frontalières pour superviser les manœuvres militaires. Le président américain a célébré hier ses 100 jours au pouvoir. Devant une salle comble dans le Michigan, Donald Trump s'est félicité de ses 100 jours réussis, les plus réussis. Il a insisté sur la nécessité de durcir le contrôle des flux migratoires, saluant les arrestations en hausse des migrants considérés comme dangereux. Le président Trump a d'autre part défendu ses décisions en matière de commerce international. En 100 jours, il a signé 150 décrets portant entre autres sur la coupe budgétaire, la fermeture de la radio Voix d'Amérique, de l'USAID, la fin des programmes DEI, diversité, équité et inclusion dans l'administration, car il a imposé la reconnaissance officielle des deux genres, hommes et femmes. Donald Trump a aussi dénoncé la participation des hommes aux compétitions féminines avant de lancer de nouvelles attaques contre ses adversaires politiques et les institutions. L'armée britannique a lancé des frappes aériennes avec les États-Unis contre les rebelles Houthis du Yémen. Il s'agit de sa première participation à la nouvelle campagne américaine intense visant ce groupe. Selon le ministère britannique de la Défense, le site attaqué est un ensemble de bâtiments où les Houthis fabriquent des drones utilisés pour attaquer les navires en mer Rouge. Les Houthis ont signalé plusieurs frappes aériennes autour de Sanaa, la capitale du Yémen, qu'ils contrôlent depuis 2014. D'autres frappes ont touché la région de Sada. L'ONU appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve de courage politique pour sauver la solution à deux États, israéliens et palestiniens. Lors d'un débat public consacré à la situation au Moyen-Orient, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé aujourd'hui les dirigeants à concrétiser leurs promesses, en particulier la solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Pour les responsables onusiens, au Liban, le cessez-le-feu et l'intégrité territoriale doivent être respectés et tous les engagements doivent être mis en œuvre. Parlant de la Syrie, il a insisté sur la nécessité d'accompagner ce pays sur la voie d'une transition inclusive de toutes les composantes de la population. Justement en Syrie, de nouveaux affrontements confessionnels ont fait hier soir 13 morts près de Damas, la capitale. Les torsions brûlent entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays sont au bord de la guerre, le Pakistan évoquant une possible frappe indienne. Le Premier ministre indien Narendra Modi a autorisé son armée à agir librement. Selon une source gouvernementale, il a décidé que les forces armées ont la liberté de décider des cibles, du moment et du mode de la riposte à l'attaque. Le Pakistan menace de riposter en cas d'attaque. L'ONU et les États-Unis appellent à la désescalade et à la retenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement l'attaque de Pahalgam, soulignant que les attaques contre les civils sont inacceptables. Allusion à l'attaque armée contre les touristes qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien le 22 avril dernier et qui est à l'origine de la montée des tensions entre Islamabad et New Delhi. Nous entamons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football. La deuxième demi-finale de la Ligue européenne des champions oppose ce soir les FC Barcelone à l'Inter Milan. Ici au Mali, la 19e journée du championnat a pris fin. Les résumés de l'actualité sportive avec Ardi Matina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel. Les 3 derniers matchs de la 19e journée ont été joués hier mardi. Le FC Djara, demi-finaliste de la Coupe du Mali et qui croisera le Stade malien de Bamako samedi, a réalisé une bonne opération lors de cette journée en battant 2-1 Afrique Football Elite AFE. L'USFAS, également demi-finaliste et qui jouera dimanche contre le Djoliba AC, l'a emporté 1-0 devant les 11 créateurs de Niarela. Et large victoire 4-0 de l'AS Real de Bamako face à l'Union sportive de Bougouni. Après cette 19e journée, on retrouve en tête le Stade malien de Bamako avec 43 points.
Les Blancs de Bamako comptent 6 points d'avance sur leur dauphin, le Djoliba Athletic Club, 37 points. Et l'USFAS ferme le podium avec 33 points. En bas du tableau, l'association sportive de Korofina ASCO est 13e avec 16 points et les Étoiles du Mandé occupent la 14e et dernière place du classement avec 13 points. Battu dimanche 3-1 par le Stade Malien de Bamako lors du derby comptant pour la 19e journée du championnat national, le Djoliba Athletic Club a décidé hier de se séparer de son entraîneur Demba Mamadou Traoré et de son staff. Ayant permis aux Rouges de Bamako d'être champions la saison dernière et une qualification historique pour la phase des poules de la prestigieuse et lucrative Ligue africaine des champions, celui que l'on surnomme Pep Guardiola était en perte de vitesse depuis quelques journées. Et la défaite 3-1 dimanche contre le Stade Malien de Bamako semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon nos sources, l'intérim sera assuré par Dédé Tamboura et Abdou Traoré. C'est là en attendant l'officialisation du nom d'un nouvel entraîneur pour diriger les Rouges de Bamako. Cette grande performance, le jeune talent de la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone, le Malien Ibrahim Diarra a été déterminant pour le triomphe du FC Barcelone en finale de la Youth League, c'est-à-dire la Ligue des champions des jeunes. Face au club turc de Trabzonspor à Nyon en Suisse, le jeune ailier malien a inscrit 2 buts, puis a offert une passe décisive sur les 4 buts du Barça. Arrivé à la Masia en provenance d'Africa Foot de Bamako, Ibrahim Diarra, surnommé Kaka, l'ancien joueur brésilien, c'est là pour son élégance balle au pied et ses accélérations, connaît une progression fulgurante et semble bien partir pour s'affirmer au plus haut niveau européen. C'est là au bonheur de la sélection Fagnon, les Aigles du Mali. Ligue européenne des champions nouvelle version, la seconde demi-finale aller se joue ce soir à 19h et oppose le FC Barcelone à l'Inter Milan. Déjà hier soir, Arsenal recevait le Paris Saint-Germain pour la manche aller de la première demi-finale. Dans ce match à l'Emirates Stadium à Londres, les choses sont allées très vite. Dès la 4e minute de jeu, le Paris Saint-Germain, pour sa toute première attaque, va ouvrir le score grâce à Ousmane Dembélé. Et ça sera d'ailleurs l'unique but de la partie. Les Parisiens prennent ainsi une légère option pour la finale avant le match retour prévu le 7 mai prochain en France au Parc des Princes. Chronique de l'environnement. Face à l'urgence climatique et à la dégradation continue des terres, l'initiative de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte poursuit son implantation au Mali entre défis techniques, solidarité internationale et résilience locale. Pour comprendre les leviers actuels et les perspectives d'avenir, Agibou Koulibaly s'est entretenu avec Toumani Diallo, directeur général de l'Agence nationale en charge de sa mise en œuvre. C'est le sujet de la chronique de l'environnement du jour. Depuis quelques années, l'initiative de la Grande Muraille Verte bénéficie d'un nouvel élan grâce à une synergie d'acteurs aussi bien nationaux qu'internationaux, détaille Toumani Diallo, directeur général de l'Agence de la Grande Muraille Verte au Mali. Le premier partenaire de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, c'est l'État d'abord. Les chefs d'État se sont mis ensemble et ils disent que nous sommes confrontés aux mêmes défis environnementaux. Pourquoi ne pas prendre l'initiative, en tout cas de Dakar à Djibouti, qui va nous permettre de lutter contre l'avancée de cette désertification. À l'intérieur de ces États, il y a les collectivités territoriales. Ces collectivités territoriales, leur participation, leur contribution est indispensable. Mais à côté, il y a les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi les secteurs privés. En tout cas, la Grande Muraille Verte donne une place de choix au secteur privé. Puisque pour inscrire même l'action dans la durabilité, il faut que nous-mêmes nous appuyions sur nos propres ressources. Il y a un dernier partenaire, ce sont les communautés bénéficiaires. Quand elles n'y adhèrent pas, nous n'irons pas loin. L'un des grands défis actuels reste l'adaptation aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que le changement climatique est là. Ce n'est plus les mêmes conditions que nous vivions peut-être il y a 50 ans. Donc quand le phénomène est là et qu'on ne peut pas empêcher, il faut s'y adapter. Toute la notion d'adaptation. Et maintenant, pour s'adapter, il faut se donner les moyens de résilience pour s'adapter à cela. Aujourd'hui, il faut aller vers une diversification de nos activités agricoles. C'est pour cette raison, au niveau de la Grande Muraille Verte, nous, on a estimé qu'il faille mettre l'accent sur l'implantation des fermes agricoles communautaires intégrées. Le mot intégration a tout son sens. C'est-à-dire quand une activité ne réussit pas parce que la saison n'a pas bien donné, peut-être à côté, une autre activité a été développée sur le même espace qui peut permettre aux populations non seulement de s'adapter à ces conditions climatiques, mais de pouvoir résilier
en tout cas par rapport à la situation. Pour permettre de réussir même nos actions de plantation, il nous faut adopter d'autres stratégies agroforestières telles que la RNA, la régénération naturelle assistée, qui nous permet de disposer des espèces adaptées à l'écologie présente, mais qui ont moins d'exigences par rapport aux conditions hydriques et autres. Quant au financement, des mécanismes innovants sont à l'étude pour garantir la continuité des actions précises du directeur Diallo. Le mécanisme de financement repose principalement sur les États, à travers les budgets d'État. De l'autre côté, il y a les partenaires techniques et financiers, en tout cas qui nous appuient, mais il y a le secteur privé. Mais au-delà, il y a aussi également les collectivités territoriales qui peuvent contribuer au financement de la Grande Muraille Verte. Mais nous avons aussi développé d'autres instruments au niveau de l'agence panafricaine. Très récemment, il y a eu un audit institutionnel, technique et opérationnel de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et les structures nationales. Donc à travers lesquels audits, il y a eu beaucoup de propositions de mécanismes financiers, tels que les banques carbone, tels que la mise en place des fonds de développement local. Pour renforcer l'impact de l'initiative, Toumani Diallo estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires. D'abord, il faut renforcer la mobilisation des ressources, il faut renforcer la communication, mais il faut également renforcer la mobilisation humaine. La Grande Muraille Verte au Mali ne se limite pas à planter des arbres. Elle dessine les contours d'un avenir plus résilient, plus vert et plus inclusif. Et si ces racines prennent bien dans le sol malien, c'est parce qu'elles s'ancrent aussi dans la volonté des hommes et des femmes qui la portent au quotidien. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konaté avec la collaboration de Ousmane Dao et de Dossé Babadjara pour la réalisation, de Alimata Ouattara pour la mise en onde, la mise en ligne étant assurée par Badi Touré. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.